Donc nous allons y aller sans tarder par la première catégorie, la catégorie mitigée. Ah non, vous pensez pas qu'il y ait jingle ou quoi, j'ai la flemme de faire ça au montage et de trouver des petites musiques, hein. Je suis un flemmard. Alors, l'entrant dans cette catégorie, je tiens à dire d'abord que dans la catégorie mitigée, il n'y a pas d'ordre. J'ai des films que j'ai beaucoup aimés, où je reste mitigé selon certaines de mes appréciations. Donc, histoire de taper pour et de faire bouffer le watch time à fond, avant 2 minutes de vidéo, bam, on y va, bam. Donc le premier film de cette liste mitigée, c'est The Batman de Matt Reeves. Alors pourquoi The Batman de Matt Reeves? Pour plusieurs raisons. Déjà, je tiens à dire que c'est la meilleure photographie de l'année. Et quand on commence une critique en revenant sur les qualités techniques d'un long métrage ou d'une série, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que la technique est passée avant la narration de son auteur. Et que l'auteur a quelque part un peu foiré ce qu'il voulait faire. Ça, c'est la partie plan-plan intellectuelle, blablabla, où on est un peu dogmatique. Mais pour rentrer plus dans le détail, je trouve qu'on a une superbe progression narrative pendant à peu près les 2 premières heures de film. Que l'énigme est palpitante, que cette espèce de jeu de piste, ce mash-up entre différentes appréciations de toutes les citations du cinéma qui sont faites par Matt Reeves, de ces scènes longues, de ces plans hyper contemplatifs qui sont presque antithétiques d'un cinéma qui cherche à faire du grand spectacle. Puis cette musique qui revient toujours, qui prend le pas sur l'image, qui est fantastique. On est quand même devant un grand film avec de très fortes références. Mais je trouve que, attention spoiler, que dès que Falcon se fait tuer en sortie de boîte, on trouve dans quelque chose d'un peu pathétique. Je trouve que ça devient un peu ridicule, qu'on ne retrouve pas l'intensité émotionnelle qu'on avait jusque-là. La suite de cette catégorie mitigée, il s'agit d'un autre monde de Stéphane Brisé. Stéphane Brisé qui n'est pas un mauvais metteur en scène, qui est plutôt un metteur en scène que j'apprécie énormément, qui se pose beaucoup de questions sur la question de la soumission au travail. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est tout ce rapport, tout ce rapport qu'ils veulent montrer à quel point le système libéral est une tannée pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il ne pense qu'aux chiffres, qu'aux statistiques. Quelque part, le système libéral est ce qu'est le fan de foot par celui qui ne voit le foot que par les statistiques. Il dit oh putain, t'as vu Ronaldo, le nombre de buts qu'il a mis dans sa carrière. Et il fait oh putain, t'as vu monsieur, c'est qui alors le goût. Quelque part, c'est ça le libéralisme, c'est des gens qui ont oublié l'émotion et qui sont oh les chiffres, oh là là, ils sont fans de comptabilité, quoi. Et donc pourquoi mitigé? Parce que je trouve que c'est un thème hyper intéressant, il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse, de la manière dont il filme ces longues prises avec une certaine distance, avec le fait que les lieux sont très souvent jamais spatialisés. Je sens que c'est quelqu'un qui perd le contrôle, qui essaye de trouver autre chose qui n'est plus dans ce qu'il aurait aimé être. Mais quand on veut parler un peu de la proposition politique de notre ami Stéphane Brisé, il s'agit de dire les termes, comme dirait l'autre. Stéphane Brisé, c'est un peu le capitaliste moral. C'est cette personne qui t'explique. Mais en même temps, il a créé son entreprise lui-même, il mérite et tout. Moi, quelque part, si le capitalisme actuellement fonctionnait de cette manière, je serais complètement d'accord avec lui. Le film se termine sur 2 choses qui sont à la limite de la pornographie. Vincent Lindon qui se remet définitivement avec Sandrine Kimberland. On sait très bien que c'est son fantasme de la vraie vie. Et il quitte son boulot. Mais par contre, ce plan d'une lourdeur quand il veut montrer son plan, que voilà, on peut éviter le licenciement économique, qu'on peut sortir de la loi du marché, hashtag entrepreneuriat, hashtag Bruno Le Maire, et que il y a cette scène avec le pantin qui avance et tout monté en parallèle de lui. Oh, c'est une métaphore, mais d'une lourdeur scénaristique. Donc voilà, sinon, super sujet, super traitement. Merci Vincent Brisé pour ce film. Stéphane. Hein. Ah oui, je pense aussi que Vincent utilise Stéphane à des fins. C'est un des cinéastes français les plus talentueux. Il y a eu un cut, je suis désolé. Je vérifiais que tout allait bien au niveau du cadre, au niveau de. etc. Donc le troisième de cette liste, c'est l'année du requin. Alors je trouve que c'est un super film, c'est un bon mélange entre comédie absurde et cinéma d'horreur. C'est un film français qui essaye des choses. Moi je tombe devant ça après avoir vu une bande-annonce qui te vend un film français lambda
comédie sans grand intérêt, un peu poète-poète. Et on voit que c'est un film qui cherche à mélanger Bruno Dumont par le fait qu'il y a beaucoup de casting sauvage, qui font pas énormément de plans mouvement, qui font beaucoup de plans fixes, du coup, qu'on est dans vraiment quelque chose de l'ordre de la chair des campagnes à l'écran, donc ici le sud-ouest. Et je tiens à dire une chose, quelle utilisation de génie de Cadmerade. Je pense que Cadmerade est un mauvais acteur. Ça se voit, il change tout le temps ses textes, enfin, il incarne pas vraiment ce qu'il est, c'est un mec qui a eu beaucoup de chance. Mais tant mieux pour lui. Et je trouve que l'utiliser comme ça, constamment, en sous-jeu, en lui disant bah là tu fais ça et rien de plus, en lui mettant cette casquette d'idiot, je trouve que ça lui va à ravir. Je trouve que c'est un film qui est d'une puissance ironique sur l'état de nos campagnes, sur l'état du monde français rural et provincial incroyable. Je pense que la scène que j'ai préférée dans le film, c'est quand Marina capture le requin, qu'elle l'enferme dans un espèce de caisson et qu'il se libère et qu'on tape sur elle plutôt que sur les pouvoirs publics. Et ça, c'est génial de mettre en œuvre cette histoire de non, mais en France, en fait, on se plaint tout le temps de celui que tu as en face et on se dit pas, écoutez, c'est le système qui veut ça, voilà quoi. Et je trouve que c'est une superbe proposition politique. Là où le bas blesse, et c'est pour ça qu'il est dans Michigi, je trouve que toutes ces 50 premières minutes humoristiques, second degré, sont maîtrisées à fond, ont des défauts au niveau de la lumière qui est vraiment pas terrible. Par contre, dès qu'on tombe dans la partie qui rend hommage aux Dents de la Mer, au cinéma d'horreur, je trouve qu'il y a un problème de texture qui se sont un peu perdus dans leur plan. On ressent trop le côté studio et on n'y croit pas un seul instant. Et en plus, la photo de nuit, leur directeur photo de nuit, c'est vraiment pas possible. Hein. Ce qu'il fait, c'est vraiment d'une laideur abyssale. C'est presque aussi moche que Alibi. Et pourtant, j'aime bien le réalisateur d'Alibi. Donc voilà, moi je vous recommande ces 3 films. Je pense que vous en avez au moins vu 2 sur 3, mais c'est plutôt des très bons films. Donc voilà qui est 2 doigts du top. Alors je vais commencer par vous parler de Coma. Alors Coma, la réalité, s'il n'est pas dans le top, c'est que je ne sais pas comment aborder le film à part de la manière purement constatatoire d'essayer de conscientiser ce qui est le constat du film Coma. Pour moi, Philippe Bonello, il a essayé de faire par son film un dialogue intergénérationnel en essayant de se mettre à la place des générations qui ont entre 16 et 25 ans, c'est-à-dire la mienne, en dialoguant sur le futur, les peurs et les défis du futur. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une émotion qui est hyper palpable parce qu'il se réinvente totalement sa narration en faisant parler des petites poupées, à des corps qui sont des corps inanimés, et en allant plus loin dans l'idée que le cinéma c'est de la lumière et des corps captés, en donnant comme corps du plastique. J'ai jamais eu autant peur en 2022 que sur ces scènes de forêt en caméra à épaule très peu cutée. On avait vraiment ce sentiment de perdition, de plus savoir où on est. Et je pense qu'en fait, Monsieur Bonello a réussi à transposer en images tout le sentiment d'une génération. Et qu'il a réussi à faire ça. Donc merci monsieur pour ce film. Deuxième, il s'agit de Junkhead. Alors Junkhead, je lui reproche 2 choses principalement. Il aurait pu être dans Mitigé, mais je le mets à 2 doigts du top pour une autre raison. Je vais commencer par ce que je lui reproche. Je lui reproche de faire 2 choses qui vont pas ensemble. C'est que parfois certains films, on me dit putain, on aurait bien aimé que ça dure encore un peu plus, c'était tellement bien fait, c'est dommage que tu te sois arrêté là. Donc ça, Junkhead le fait. Et parfois on se dit putain, c'était tellement bien, mais pourquoi t'as continué là? Tes 15 dernières minutes, elles sont pas bien. C'est comme c'est comme si vous rencontrez une nana en soirée. Vous l'appelez pas pendant 2 ans, vous la revoyez 2 ans après. Et là, vous l'appelez. Et en fait, vous vous rendez compte que c'était naze. Et pareil pour elle. Et vous êtes tous les 2 déçus. Et donc, quelque part, vous avez bien fait de jamais la rappeler. Mais vous avez fait une connerie de la rappeler.
Donc j'ai l'impression que Junkhead, par ses choix purement narratifs et une certaine longueur dans les péripéties, n'est pas assez maîtrisé parce qu'il s'arrête à un moment où l'histoire n'est pas finie et on a l'impression que l'action se relance. Donc je sais pas pourquoi, si c'est des questions de budget, des questions de scénario ou quoi, je trouve dans ce montage final, visuellement, c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu de cette année. Il y a des visuels grandioses, toute cette création, cette direction artistique, notamment jusqu'à créer une langue que parleraient ces genres d'humanoïdes, cette espèce de guerre en souterrain, espèce d'horrible machine qu'est ce monde, qui m'évoque les travaux de Giger, qui évoque énormément de choses. C'est de la très bonne science-fiction. Pour conclure, je pense que c'est la plus grande bizarrerie de cette année 2022 et qu'elle est donc immanquable. Pour finir la catégorie à deux dos du top, je vais aborder un auteur que j'apprécie. Il s'agit d'Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret, je n'ai pas vu tous ses films, c'est le troisième que je vois, Chronique d'une lésion passagère. J'avais vu Fais-moi plaisir, qui m'avait explosé de rire, puis j'en perds mon latin. Un baiser s'il vous plaît. Alors pour le premier, j'avais été conquis de A à Z. Le second, j'avais été conquis par la manière révolutionnaire dont il faisait des va-et-vient par l'utilisation du flashback et comment il construisait un récit tout autour du flashback, comment il construisait un climax autour du flashback. Cependant, je dois bien admettre que la partie avec Julie Gaillet et l'acteur ne m'intéresse pas et que je la trouve assez plan-plan. J'avais même reproché à l'époque de ce visionnage à Emmanuel Mouret de filmer les choses de manière plan-plan et téléfilmesque. C'est dire. Alors pour Chronique d'une légion passagère, ce qui m'avait vraiment passionné, c'était merde, ça vient pas. Bah écoutez, ça ne vient pas, mais j'avais bien aimé le film. Voilà. J'aurais dû lui laisser cette catégorie, pas la peine d'en parler. Il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à arrêter de compter les sorties de décembre, hormis les gros blockbusters, comme faisant partie de l'année en cours, et je les compte dans l'année d'après parce que généralement on n'a pas le temps de les voir, et vu qu'on a quand même envie de se dire que l'année cinéma est passée, on les traite plus tard. Donc je préfère avoir cette réflexion de compter les films qui sont à partir du 1er décembre, n'étant pas des super productions tout simplement que j'ai pas vues, pour l'année d'après. Sinon les tops on les fait en mars. En ce qui concerne le nombre de visionnages, je mettrai peut-être ici, si j'ai pas la flemme, un défilé de tous les films que j'ai vus, contenant aussi tous les classiques que j'ai vus, parce que j'ai vu, il me semble, 108 films cette année au cinéma, et je pense que la moitié sont bien d'avant 2022. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent paraître assez étranges. Par contre, il n'y aura pas The Fablesman dans ce top. Il sort dans 3 mois, il sera dans le top 2023. Sans doute premier ou deuxième. Mais le mettre en premier, je l'ai vu avant, donc je le mets là-haut. Et on se calme. Donc pour commencer ce top, je vais commencer par parler d'un film français qui s'appelle La Nuit du 12. Alors je pense que c'est le meilleur thriller que j'ai vu de cette année. En commençant par cet écriteau noir qui dit que cette affaire n'est pas résolue, qui dit l'affaire n'est pas l'important. Et je pense que c'est un super moyen de réinventer la narration par rapport au cinéma policier qui a tendance à s'enliser ces dernières années et devenir beaucoup trop classique. Moi je trouve ça hyper original de s'intéresser au contenu psychologique et au rapport humain dans une brigade suite à une affaire où ils ne trouvent pas de solution, où ils ont l'impression que tout le monde pourrait être le tueur et personne ne pourrait l'être. Je trouve que utiliser ces longs plans en travelling arrière sur la piste de vélo tout au long du film, petit à petit en les filmant de manière les plus chaotiques, c'est une super belle manière de caractériser la psychologie du personnage. Si je dois donner un seul point négatif, je trouve que la scène où son collègue flic un peu plus
baraque pète un câble, j'ai un peu du mal à y croire. Voilà, mais sinon c'était très bien La Nuit du 12. En sixième place, il s'agit de Vortex de Gaspard Noé. Alors, pour commencer, pareil, petit préambule comme avec Emmanuel Mouret, je tiens à dire deux choses. Je ne suis pas très fan du travail de Gaspard Noé. Je trouve qu'au mieux, c'est un bon styliste, un bon esthéticien, que c'est assez brillant de commencer par la fin et de remonter petit à petit son montage et d'être vraiment violent. Cependant, je trouve, ce n'est pas mon mot à moi, mais je peux totalement comprendre et rejoindre l'idée que c'est un pornographe. Alors ce n'est pas mon mot, moi je resterai sur styliste à outrance, mais ces deux expressions ne me convenant pas assez, je finirai avec ceci. Les mots me manquent pour le qualifier, tout simplement. Je trouve que travailler la narration d'un vieux couple qui a Alzheimer, qui est enfermé dans Paris, dans un appartement qui paraît immense pour les gens qui vivent dans un ou deux pièces, de cette façon en cinémascope avec en réalité deux cadres en 1,33, de jouer constamment l'enfermement et de jouer constamment le regard en composition, c'est-à-dire que chaque œil va vouloir s'intéresser à ce qui se passe dans les deux images, dans les deux points de vue, que ce soit la femme ou l'homme. Puis quand les deux se rejoignent, on a une troisième image qui se crée, et par addition, 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Donc en fait c'est un film qui est composé constamment de 4 images, et qui redéfinit en fait constamment la spatialisation, et donc le regard. Donc c'est un film qui veut s'intéresser avant tout sur le regard de chaque individu sur le monde. En l'occurrence, le monde pour ces personnes-là, ces personnes qui sont âgées, qui ont Alzheimer, qui n'ont plus toute leur tête, etc., etc., leur monde c'est leur appartement. Et leur monde est en bordel, leur monde est sale, leur monde est complètement détruit, leur monde va à la finalité. Et on voit que la grande intelligence de Gaspard Noé dans ce film, c'est de concevoir que quelque part on est là, on achète, on consomme, on a des trucs, on replie des appartements, on remplit en fait des choses qui petit à petit nous tuent à petit feu. Je pense pas que ce soit un film anti-consommation, parce que ça n'est pas dedans, mais enfin, je veux dire, on n'est pas naïf, quand on sera amené à vider la maison de nos grands-parents, moi c'est déjà fait, hein, ou de nos parents, on va tout jeter parce que ça ne parlera pas, et donc quelque part ces choses là on crée notre propre cercueil. Je trouve que Alex Lust, c'est hyper touchant, cette espèce de père addict à l'héroïne qui arrive plus à se trouver ni dans le monde ni avec sa fille, qui perd toute connexion avec sa réalité. C'est incroyable. Et je pense aussi que la grande réussite du film, c'est ce jeu de cadre. Quand le père meurt, on a d'abord un cadre qui disparaît, plus qu'une image à regarder. Donc on a vraiment le manque visuellement, cette ombre. Et je pense que caractériser la mort de quelqu'un par rapport à sa femme qui est née, qui a vécu des années avec lui, en mettant une ombre, c'est parfait. Et puis on ressent tout ce que c'est, qu'est-ce qui reste d'une vie. En numéro 5, pour le quota, non je rigole, il s'agit de Decision to Live de Park Chan-wook. En réalité, je pense que le film ne m'avait pas totalement passionné sur toute sa durée, même si j'aimais bien les questions de contradiction qu'il abordait entre le rapport à l'obligation du flic et ses sentiments et l'émotion qu'il avait avec cette femme. Je trouve ça génial, et c'est le film, c'est duty ou émotion. Et je pense qu'il faut plutôt écouter l'émotion, plutôt que se mettre du côté du devoir. Donc dans ce contexte d'une société coréenne hyper contrôlée, hyper ceci, hyper cela, c'est super intéressant. À vrai dire, je vais juste vous parler d'une scène. Je pense que c'est la meilleure fin de l'année, ce film. Je trouve que Park Chan-wook a réussi à capter quelque chose d'hyper réalisme. Cette idée qu'elle se fait une noyade en enterrement à côté sur la plage, et qu'il est dessus en captant par l'image qui coupe la mort, qu'on ne la voit pas, qu'on voit juste cette eau. Je trouve que c'est d'une violence incroyable, et c'est sublimé par un des meilleurs directeurs photo du marché actuellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film. Mais cette scène, je pense que c'est peut-être même la meilleure scène de 2022. En numéro 4 de cette liste,
West Side Story. Oui, je sais, c'est quand même un gros film. 2021, mais comme je vous l'ai dit en préambule, je le considère comme faisant partie de 2022. Pour commencer, pareil, j'ai envie d'un peu aborder mon rapport à West Side Story. C'est très simple, je n'ai jamais vu l'original. Je le rattraperai cette année. Je m'y engage dans cette vidéo. Et donc pourquoi West Side Story? Parce que déjà je connaissais pas l'histoire, je trouve ça extrêmement maîtrisé, je trouve que la photographie en intérieur est extraordinaire, en extérieur je la trouve d'une laideur phénoménale. Les acteurs sont incroyables, il y a une puissance dans les plans que fait Spielberg, une puissance créative, une jeunesse, une énergie qui se dégage là-dedans. Les acteurs, je trouve que les acteurs sont hyper dynamiques, ils sont à fond, ils sont toujours hyper nickel, je trouve que les chorégraphies sont sublimes, je trouve vraiment que c'est un film qui a su maîtriser ce côté grand spectacle à l'image et grand spectacle caméra. Et je pense que c'est le meilleur des mondes. Après avoir la comparaison à West Side Story, ça pourrait faire une vidéo intéressante dans l'année. Nous arrivons donc au top 3. Et je dois avouer que le premier film a été assez évident. Et en ce qui concerne le troisième et le deuxième, j'ai vraiment galéré. Peut-être qu'il faudrait que je les inverse. Peut-être que dans 10 ans, je dirai non, bah en fait c'était l'inverse. Donc le numéro 3 de cette année, il s'agit d'Armageddon Time de James Gray. Alors pour James Gray, je connais pas très bien son travail, j'ai vu La Nuit nous appartient, Ad Astra, et donc Armageddon Time. Et je pense qu'Armageddon Time est un film anarchiste. Au moins anarchiste, voire anticapitaliste. Je trouve que James Gray, d'abord, je tiens à dire que la communication autour du film était incroyable. La bande-annonce paraissait un film de classe, d'ascenseur social totalement basique. La typo du film, qui est quand même assez solennelle, me donnait envie de fuir. Mais je me suis dit, bon, allons-y, après avoir vu La Nuit nous appartient quelques jours avant, j'avais adoré la manière dont il renversait les clichés, les situations qui peuvent sembler trop simples. Et il s'agit de rendre à James ce qui est à James. Cette idée de mettre en premier plan le logo du film qui est un tag, puis ensuite de mettre à l'image un plan large de Manhattan et d'imprimer par surimpression le titre sur la partie haute gauche de l'image avec un tag sur le ciel, je trouve que c'est génial parce que ça nous dit il n'y a pas de limite, on peut taguer le ciel si on veut, liberté. Par exemple de la mère qui jouée par Anna Thaoué, qui, bien qu'ayant une vie plus ou moins remplie, à devoir s'occuper de 2 enfants, avoir un mari qui a déjà une grande maison, qui ça fait beaucoup de ménage, hein, comme dira l'autre, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence de voiture où il traverse la ville, elle a des étoiles dans les yeux quand elle voit les grandes maisons bourgeoises du 19e siècle, du 20e siècle. Donc ce qui est formidable, c'est de voir que le gros problème de cette société américaine, c'est qu'à force de vouloir consommer, elle est profondément insatisfaite et insupportable et constamment dans l'envie. Donc ça c'est la première chose sur le constat qui est fait de cette famille, de la famille typique américaine. La scène du film, il y en a 2 en réalité, c'est la scène où l'enfant noir qui était dans l'école publique avec le fils de Anna Thaoué discute à travers la cour. Cour qui est fermée avec un grillage. Quand on a cette espèce de regard ils sont enfermés dans une cour de prison. Mais qui est vraiment emprisonné? Est-ce que ce sont les gens qui sont dans cette école ou les gens à l'extérieur qui ne peuvent pas y aller à cause de la sélection qui est faite par cette école? Moi je pense que James Gray, dans ce passage, il enferme plus le fils. Il y a ce sentiment, donc qui c'est qui est vraiment libre? Est-ce que c'est celui qui va pouvoir rejoindre cette casse ou c'est celui qui ne s'en rapproche jamais? Donc ça c'est une scène qui est incroyable. L'autre scène qui est incroyable, c'est lorsque l'enfant a fait une bêtise et qu'il s'enferme dans la salle de bain. Je trouve que cette scène est glaciale parce qu'on sait ce qui va arriver, mais en même temps on n'a pas envie de le voir et on doit le voir. On sait que le père va prendre son rôle de patriarche de la famille et va lui savater la gueule parce que c'est comme ça.
Pour finir, je trouve que c'est extrêmement intelligent de la part de James d'aller jusqu'à citer le nom Trump. Et je trouve que c'est un beau pied-bouche au système. Désolé, ça a coupé tout à l'heure, donc c'est un peu moins intéressant. Maintenant, il s'agit de passer au numéro 2. Le numéro 2, j'avais fait tout un truc, oui, alors vous allez voir quel cinéaste c'est, bon, j'ai plus trop envie. Pour moi, le deuxième, c'est un film qui a réussi à capter une certaine pensée de l'époque dans laquelle il s'inscrit. Le scénario n'est pas révolutionnaire, la mise en scène n'est pas juste révolutionnaire, mais pour moi, c'est la grande puissance de ce metteur en scène qu'est Paul Thomas Anderson. Il arrive à chacun de ses films à prendre une pensée, que ce soit d'un personnage, d'une époque, et l'incorporer dans sa mise en scène. Dans Inhérent Vice, il met cette idée que c'est un personnage complètement fou, qui a des sauts de mémoire, dans son scénario et dans sa mise en scène. Dans There Will Be Blood, il se met à la place vraiment de ce personnage qui ne veut que contrôler tout, et donc sa mise en scène est basée sur le contrôle et le grandiose, parce qu'il faut que son contrôle soit grandiose, il faut que ce soit quelqu'un de grandiose. Et dans ce film, qui est du coup Licorice Pizza, il prend l'idée de la liberté, qu'il n'y avait pas de limite dans les années 70, qu'on pouvait faire ce qu'on veut, qu'il y avait très peu de censure, que les gens allaient et venaient, que l'humour, que la liberté d'expression notamment n'avait aucun souci. Je ne dirais pas quoi, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des problèmes vis-à-vis de là, j'y ai pas réfléchi pour être honnête, mais il prend cet esprit nos limites et il incorpore dans ses dialogues, dans ses textes, dans la mise en scène. Tout est splendide dans ce film. Rien que de caster des gens qui ne sont pas plastiquement beaux, qui ont des boutons, c'est un acte très fort. Il arrive ainsi, par ce choix-là, à capter l'invisible et montrer que ce sont des personnages profondément beaux en eux qui veulent juste réussir et s'amuser. Et le plus intéressant, sans tomber pour autant dans de la binarité bête, le seul personnage qui est beau plastiquement, c'est Bradley Cooper. C'est celui qui s'habille bien, c'est le bourgeois de service. Et c'est un personnage qui est d'une laideur ahurissante et il s'en moque totalement. Et c'est fantastique, la manière dont il retourne ce milliardaire plein aux as et qui s'en moque complètement. C'est incroyable. Et Bradley Cooper joue ça à la perfection. Cette autodérision sur lui-même, sur ce qu'il est, c'est sublime. Par contre, Bradley, fallait pas accepter Nightmare Alley. C'était pas bien Nightmare Alley. T'as mal joué dans Nightmare Alley. Qu'est-ce que t'as fait, Bradley? Alors que là, t'étais incroyable. Incroyable dans ce film. T'as été parfait. Paul Thomas Anderson est sans doute le metteur en scène en activité américain ou canadien, on va dire américano-canadien, le plus intéressant actuellement. Je remercie le cinéma L'Arlequin pour cette diffusion en 70 mm. Je remercie le Grand Action pour cette diffusion en 35 mm où je n'ai pas été. Je pense que ça peut être intéressant dans les années à venir de revoir le film en 2K, voire en 35 mm, pour voir cet apport du 70 mm à l'image. Je trouve que c'est un film qui est avant tout organique sur son image, qui nous donne cette envie vraiment, on se sent dans ce réel, quoi. Et je pense que c'est le deuxième meilleur film de 2022. Top, il s'agit d'arriver au premier. Le premier film, il s'agit d'un autre film qui essaye de mettre en scène une pensée d'une vision du monde. Il s'agit de Moon Age Daydream, qui est donc le documentaire de cette année sur David Bowie. Alors c'est un film, en sortant de la salle, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande d'aller le voir sur les plateformes ou que sais-je encore, vous en sortirez sans savoir beaucoup plus sur David Bowie. Mais par contre, vous aurez voyagé. Mais vous n'aurez pas voyagé de n'importe quelle manière. Enfin, il y a plein de manières de voyager. Vous pouvez voyager en prenant l'avion, le train, le métro. Certains humoristes vous diront « Et là, je vais à Barbès !» Plus sérieusement, il y a la manière classique de voyager, c'est-à-dire on prend l'avion, le train, etc. Où on lit et on se documente. Et en fait, ce qui est incroyable dans ce film, c'est qu'on voyage pendant
1h30 avec David Bowie en devenant quelque part David Bowie. Parce que on est dans cette pensée de la vision du monde de David Bowie pendant presque 2 heures. Et on voit comment David Bowie a approché le monde et comment David Bowie s'est construit en tant qu'artiste et comment il a pu faire ce qu'il a voulu faire pendant sa carrière. Et c'est fantastique. C'est un film complètement cryptique. C'est un film qui m'a fait pleurer et c'est un film, je pense, qui peut vous apporter un autre regard sur le monde et vous dire quand même, il y a plein de choses à faire et il faut les faire. Donc voilà ce qui conclut mon top 2022 de cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé pour le montage, je suis désolé pour les changements de lumière, je suis désolé pour le son, j'ai pas de micro sur ma caméra. Je suis désolé pour plein de choses. Voilà ce que j'ai pensé de cette année 2022. Je me demande ce que va nous réserver 2023. On sait déjà qu'il y a The Fabelmans qui sera dans le top. Et voilà, sans doute qu'il y aura une vidéo top 10 des découvertes de 2022 dans un format un peu moins, on va dire, plus listing. Et donc voilà, au revoir.